Il y a 40 000 ans, deux espèces humaines différentes arpentaient les mêmes forêts. Elles traquaient les mêmes mammouths, puis l'une d'elles a disparu, effacée de l'histoire. Mais ce n'est pas juste une rencontre. Ils se sont accouplés et ont eu des enfants. Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que leur ADN coule dans tes veines. Chaque individu non africain possède entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. C'est de la science pure, confirmée par des milliers de tests génétiques. Tu pourrais avoir hérité de leur système immunitaire, de leur résistance au froid ou même de la forme de ton nez. Alors, que s'est-il vraiment passé entre eux et nous? Guerre? Passion? Ou quelque chose de bien plus complexe? Aujourd'hui, on plonge dans l'un des plus grands mystères de l'histoire humaine, la rencontre explosive entre Homo sapiens et les Néandertaliens. Ce n'est pas ce qu'on t'a raconté à l'école. Si cette histoire te captive, pense à liker ou t'abonner. Dis-nous en commentaire où tu te trouves et quelle heure il est. Internet est fou, non? Prépare-toi, car la vérité est plus sombre, plus étrange et plus humaine que ce qu'on ose imaginer. Il y a environ 600 000 ans, l'humanité s'est scindée. Un groupe est resté en Afrique, évoluant vers Homo sapiens. L'autre est parti vers le nord et l'est, s'installant en Europe et en Asie. Ils sont devenus les Néandertaliens. Oublie l'image du troglodyte voûté. Cette caricature vient d'un squelette arthritique trouvé en 1908. Les scientifiques ont cru que tous les Néandertaliens marchaient comme ça. Erreur monumentale. Les vrais Néandertaliens étaient des machines de guerre. Taille moyenne, 1,65 m. Poids, 85 kg de muscles. Leurs os montrent des attaches musculaires dignes d'un culturiste. Les plus forts pouvaient soulever plus de 500 kg. Leurs bras étaient si épais qu'on pourrait les confondre avec des armes. Leur cerveau était plus grand que le nôtre, 1600 cm3 contre nos 1350. Le plus gros jamais trouvé, 1736 cm3, appartenait à un néandertalien surnommé Amu1. Mais était-il plus intelligent que nous? Pas vraiment. La taille ne fait pas tout, c'est l'organisation du cerveau qui compte. Chez les Néandertaliens, l'arrière de leur crâne abritait d'immenses zones dédiées à la vision. Logique, ils vivaient dans des régions nordiques où les hivers étaient sombres. Il fallait voir dans la pénombre pour chasser. Mais consacrer autant d'espace cérébral à la vision, c'est en sacrifier ailleurs. Leur zone frontale, pour la pensée abstraite et la planification, était plus petite. Ils étaient intelligents, mais leur intelligence fonctionnait autrement. Leur corps était une machine de survie. Membres courts pour conserver la chaleur. Poitrine large, poumons gigantesques. Ils absorbaient d'énormes quantités d'oxygène pour alimenter leurs muscles. Leurs muscles étaient taillés pour la puissance explosive. Des sprinteurs, pas des marathoniens. Leur nez proéminent était un système de préchauffage de l'air glacial. Chaque avantage comptait en air glaciaire. Leur visage était unique, arcade sourcilière massive, yeux enfoncés, milieu du visage projeté vers l'avant, pas de menton et un chignon occipital à l'arrière du crâne. Ils étaient différents, mais pas étrangers. Ces humains ont survécu plus de 300 000 ans dans les environnements les plus hostiles. Ils ont traversé plusieurs ères glaciaires, chassant des mammouths laineux et des ours des cavernes, des bêtes capables de tuer en une seconde. Ils avaient inventé une technologie d'outils en pierre sophistiquée, l'industrie moustérienne, avec la méthode Levallois. Tu prépares un noyau de pierre, tu le tailles avec précision, puis d'un coup, tu détaches un éclat parfaitement formé. Pas d'improvisation, juste de la planification. Ils fabriquaient des outils spécialisés, grattoirs, pointes de lance, couteaux, poinçons. Jusqu'à 40 types d'outils différents, chacun avec une fonction précise. Et voici ce qui force le respect, ils prenaient soin les uns des autres. Des squelettes montrent des blessures graves qui ont guéri. Un homme de Shanidar, blessé jeune, a vécu jusqu'à 40 ans. Quelqu'un l'a nourri et soigné. C'est de la compassion. Ils enterraient leurs morts. À la Ferracie, des corps ont été déposés avec des outils et des os d'animaux. À Shanidar, un corps reposait avec du pollen de fleurs. Il marquait le moment, ritualisait la perte. Dans des grottes espagnoles,
des archéologues ont découvert des pochoirs de mains rouges et des motifs géométriques peints il y a plus de 65 000 ans, avant l'Homo sapiens en Europe. Si ces œuvres sont néandertaliennes, alors ils pratiquaient l'art et la pensée symbolique. Ce n'étaient pas des brutes, mais des humains. Puis, il y a environ 60 000 ans, les Homo sapiens ont commencé à quitter l'Afrique en vagues, s'étendant vers l'Asie et l'Europe, le territoire des Néandertaliens. Les deux espèces se sont croisées dans le Levant. Des traces génétiques prouvent des contacts des 120 000 ans. Mais cette fois, c'était une invasion. Imagine-toi néandertalien en Europe. Ton peuple est là depuis des centaines de milliers d'années. C'est ton territoire. Et soudain, des étrangers arrivent. Plus grands, plus fins, avec des visages plats et des mentons. Ils parlent une langue incompréhensible, utilisent des armes étranges et se déplacent en groupes nombreux. Que fais-tu? Les archives archéologiques nous donnent des indices. Des ossements des deux espèces retrouvés dans les mêmes couches de sol. Étaient-ils voisins pacifiques? Ou ennemis? Voici où ça devient sombre. Il existe des preuves de violence. Un crâne néandertalien en France montre une fracture guérie causée par un coup violent. La personne a survécu de justesse. Plus inquiétant, une côte de néandertalien à Shanidar, vieille de 50 000 ans, porte une blessure causée par une arme de jet, une technologie maîtrisée par les Homo sapiens. La blessure a commencé à guérir, mais la personne est morte quelques semaines plus tard. Est-ce la preuve d'un meurtre? C'est un cas isolé, mais ça fait réfléchir. Les chercheurs ont comparé les taux de traumatisme chez les deux espèces. Ils montrent des taux similaires de blessures à la tête et de fractures. La vie était violente pour tout le monde. Mais il y a une nuance. Les Néandertaliens ont plus de blessures liées au combat rapproché. Les Homo sapiens, plus de blessures à distance, avec des armes de jet et des tactiques mobiles. L'histoire des Néandertaliens est une saga fascinante, révélant une espèce humaine éteinte qui a prospéré en Europe et en Asie occidentale pendant environ 400 000 ans. Ils prenaient soin les uns des autres, comme en témoignent des squelettes avec des blessures graves qui ont guéri. Un homme de Shanidar, frappé à la tête jeune, aveugle et paralysé, a vécu jusqu'à 40 ans, nourri et protégé par les siens, preuve de compassion. Ils enterraient leurs morts, un comportement unique pour leur époque, marquant le moment et ritualisant la perte. À la Ferracie, des corps ont été déposés avec des outils et des os d'animaux, tandis qu'à Shanidar, un corps reposait avec du pollen de fleurs. Ces offrandes suggèrent qu'ils ressentaient quelque chose de profond, même sans certitude d'une croyance en une vie après la mort. Et peut-être même qu'ils faisaient de l'art. Dans des grottes espagnoles, des archéologues ont trouvé des empreintes de mains rouges et des motifs géométriques. Ces œuvres, datant de plus de 65 000 ans, suggèrent que les Néandertaliens pratiquaient la pensée symbolique et l'art bien avant l'arrivée des Homo sapiens en Europe. Ce n'étaient pas des brutes sans esprit, mais des humains, différents, oui, mais humains, capables de représentations abstraites. Puis, il y a environ 60 000 ans, tout a changé. Les Homo sapiens ont commencé à quitter l'Afrique en vagues, se dirigeant vers le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe. Pendant plus de 100 000 ans, les deux espèces s'étaient croisées, mais cette fois, c'était une invasion sur le territoire des Néandertaliens. Imagine-toi néandertalien, ton peuple est là depuis des centaines de milliers d'années, connaissant chaque vallée, chaque grotte, chaque trajet migratoire des troupeaux. Et soudain, des étrangers arrivent, plus grands, plus fins, avec des visages plats et des mentons proéminents, parlant une langue incompréhensible et utilisant des armes étranges. Les archives archéologiques nous donnent des indices sur leurs interactions, et ce n'est pas toujours joli. Des ossements des deux espèces retrouvés dans les mêmes couches de sol prouvent qu'ils ont partagé les mêmes espaces, mais étaient-ils pacifiques ou ennemis? Il existe des preuves de violence, comme un crâne néandertalien de Césaire, montrant une fracture guérie causée par un coup violent. Plus inquiétant encore, une côte de Shanidar, appartenant à un néandertalien, porte une blessure causée par une arme de jet, une technologie maîtrisée par les Homo sapiens. Cette blessure, bien que commençant à guérir, a probablement entraîné la mort quelques semaines plus tard, soulevant la question d'un meurtre ou d'une guerre. Les chercheurs ont comparé les taux de traumatisme, révélant que la vie était violente pour tous, mais avec des nuances importantes. Les Néandertaliens présentaient plus de blessures liées au combat rapproché,
tandis que les Homo sapiens montraient plus de blessures à distance, suggérant des tactiques différentes. Les Homo sapiens avaient des propulseurs, les atlatls, capables de lancer des projectiles à 110 km/h depuis 30 mètres, un avantage décisif. Une autre différence majeure était la taille des groupes. Les Néandertaliens vivaient en petites bandes de 10 à 20 individus, avec peu de contact entre groupes. Les Homo sapiens, eux, voyageaient en groupes plus grands, de 30 à 100 personnes, avec des structures sociales plus complexes et des réseaux d'échanges plus vastes. En cas de conflit, les Homo sapiens pouvaient mobiliser plus de combattants, leur donnant un avantage numérique et technologique. Mais la guerre n'explique pas tout, car l'ADN raconte une autre histoire. Les deux espèces ont eu des relations sexuelles, beaucoup. Des recherches de 2024 précisent la période, entre 47 000 et 43 000 ans, une fenêtre où Néandertaliens et Homo sapiens ont cohabité et engendré des enfants hybrides. Et si les Néandertaliens avaient été décimés non pas par la guerre, mais par la maladie? L'échange de pathogènes est inévitable entre populations séparées. Si l'Indel transporte un lourd bagage de maladies tropicales, c'est une arme plus dévastatrice qu'une lance. Cela expliquerait pourquoi les Homo sapiens ont mis si longtemps à pénétrer profondément en Europe, n'y entrant qu'à partir de 45 000 ans. La réponse pourrait être le métissage. Les enfants hybrides auraient hérité de gènes immunitaires des deux espèces, abaissant progressivement la barrière immunitaire. Les Homo sapiens, avec plus de maladies au départ, auraient atteint ce seuil critique en premier, s'installant en territoire néandertalien tandis que ces derniers restaient vulnérables. Pas de combat, juste des microbes, un génocide involontaire. Le calendrier colle. Les Homo sapiens s'étendent en Europe vers moins 45 000, et en moins de 5 000 ans, les Néandertaliens disparaissent. La violence a-t-elle joué un rôle? Probablement. Les prédateurs sociaux se battent pour leur territoire, et les humains ne sont pas différents. Les Néandertaliens étaient des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, connaissant leur territoire et y revenant génération après génération. Quand les Homo sapiens ont commencé à utiliser les mêmes ressources, le conflit était inévitable, non par méchanceté, mais par nécessité. Dans cette compétition, les Homo sapiens avaient un avantage, plus adaptable, capable de changer de stratégie, d'innover et de coordonner des attaques complexes. Les Néandertaliens ont résisté pendant des millénaires, gagnant des batailles et défendant leur territoire, prouvant qu'ils n'étaient pas faibles. Mais quelque chose a changé, peut-être le nombre, la technologie comme l'arc et les flèches, ou l'organisation sociale des Homo sapiens. Entre moins 40 000 et moins 35 000 ans, les Néandertaliens commencent à disparaître, région par région, leurs sites étant remplacés par ceux des humains modernes. Ce n'était pas une transition nette, certains sites montrent des couches alternées d'outils néandertaliens et humains, suggérant un échange culturel et même de la coopération. À Risur, un site néandertalien a révélé des perles de coquillages et des outils en os typiques des Homo sapiens, fabriqués par les Néandertaliens eux-mêmes. La relation n'était pas juste une guerre, elle était complexe. Parfois ils se battaient, parfois ils commerçaient, s'accouplaient ou s'enseignaient mutuellement. L'histoire des Néandertaliens est un rappel puissant de la complexité de l'évolution humaine et de la richesse de nos ancêtres disparus. Bien que les Néandertaliens aient disparu, leur héritage génétique continue de façonner l'humanité moderne. Mais le résultat final reste le même. Les Néandertaliens ont perdu du terrain. Les Homo sapiens l'ont gagné. Vers moins 30 000, les Néandertaliens sont presque éteints. Seules quelques populations isolées survivent, notamment à Gibraltar, protégées par les montagnes et la mer. Ils ont tenu encore 2000 ans. Puis, eux aussi, ont disparu. Qu'est-ce que cela faisait d'être l'un des derniers Néandertaliens? De voir ton peuple disparaître, tes terres de chasse envahies par des étrangers. Comprenaient-ils ce qui se passait? Avaient-ils des récits du passé, des souvenirs d'un temps où leur peuple était nombreux? Ont-ils pleuré leur mort? On ne le saura jamais. Mais l'idée est poignante. Le tout dernier Néandertalien, né il y a environ 28 000 ans, a grandi dans un monde dominé par les Homo sapiens. Il n'a probablement jamais rencontré un autre Néandertalien en dehors de sa petite bande. Il était seul, le dernier maillon d'une lignée. Et quand il est mort, c'est toute une espèce qui s'est éteinte. Enfin, pas tout à fait.
Grâce au métissage, grâce aux enfants hybrides nés il y a 45 000 ans, les gènes néandertaliens ont survécu. Pas dans leur propre espèce, mais dans la nôtre. C'est étrange à imaginer, les néandertaliens sont éteints, mais ils sont aussi toujours là. Une population fantôme dont l'ADN façonne encore qui nous sommes. Les scientifiques peuvent désormais cartographier les zones du génome humain moderne issu des néandertaliens. Et ce n'est pas réparti au hasard. Certaines régions en sont riches. D'autres, presque vides. Les zones sans ADN néandertalien, souvent liées à la fertilité et à la reproduction. Un indice majeur. Cela suggère que les hybrides mâles étaient peut-être moins fertiles, voire stériles. Comme les mulets issus du croisement entre chevaux et ânes qui ne peuvent pas se reproduire. Si les hybrides mâles étaient stériles, seules les femelles hybrides auraient transmis les gènes néandertaliens. Au fil des millénaires, la sélection naturelle aurait éliminé la plupart des gènes inutiles, ne laissant que ceux qui étaient vraiment bénéfiques. Et certains étaient incroyablement utiles. Les gènes immunitaires néandertaliens ont aidé les Homo sapiens à combattre les maladies européennes. D'autres, liés à la peau et aux cheveux, ont facilité l'adaptation au climat nordique. Un variant génétique néandertalien aide même les populations vivant en haute altitude à mieux gérer l'oxygène. On le retrouve chez les Tibétains, hérités des Denisoviens, une autre espèce humaine proche des néandertaliens. Le principe reste le même, l'ADN ancien nous aide à survivre dans des environnements extrêmes. En un sens, absorber les gènes néandertaliens nous a permis de mieux nous adapter aux régions que nous envahissions. Leur histoire évolutive, leur savoir codé dans leur ADN, nous l'avons récupéré. Comme un transfert de connaissances génétiques. Une adaptation instantanée. Est-ce que cela rend leur extinction moins tragique? Pas vraiment. Une espèce entière a disparu. Une branche entière de l'humanité a été coupée. Mais cela rend l'histoire plus complexe. Moins nous contre eux. Plus nous devenons eux. Une fusion. Une absorption. Certains scientifiques vont jusqu'à dire que les néandertaliens ne se sont pas vraiment éteints. Ils ont été assimilés. Leur ADN dilué, mais jamais totalement perdu. Vu sous cet angle, nous ne les avons pas tués. Nous les avons intégrés. Mais, est-ce une vérité confortable? Une façon d'éviter les implications plus sombres? Car les données génétiques sont claires, le flux génétique était principalement unidirectionnel. Les gènes des Homo sapiens ne sont pas rentrés dans les dernières populations néandertaliennes. Ce sont les gènes néandertaliens qui sont entrés chez nous. Cela signifie que les femmes néandertaliennes ont eu des enfants avec des hommes Homo sapiens. Ces enfants ont survécu et prospéré dans des communautés humaines modernes. Mais l'inverse? Presque jamais. Pourquoi? Peut-être que les groupes Homo sapiens étaient plus grands, plus ouverts. Peut-être qu'ils intégraient plus facilement les étrangers. Peut-être que les groupes néandertaliens étaient trop petits, trop isolés, trop consanguins pour accueillir des enfants hybrides. Ou peut-être il y a eu de la violence. Peut-être que les femmes néandertaliennes ont été prises de force, capturées, réduites en esclavage. C'est une hypothèse sombre. Mais l'histoire humaine regorge de cas similaires, tuer les hommes, prendre les femmes. Une constante tragique du comportement humain. Est-ce que les Homo sapiens ont fait cela aux Néandertaliens? Est-ce qu'on a exterminé leurs mâles et absorbé leurs femelles? Les données génétiques le permettraient. Cela expliquerait le flux génétique à sens unique. Cela expliquerait l'effondrement des Néandertaliens et l'explosion des Homo sapiens. Cela rend l'histoire de notre expansion beaucoup plus sombre. Mais nous n'avons pas de preuves directes. Juste des motifs dans l'ADN. Des indices d'un processus asymétrique. Quelque chose qui nous a avantagés et qui les a détruits. Quelle que soit la vérité, le résultat est clair. En 10 000 ans de contacts soutenus, les Néandertaliens ont disparu. Une espèce humaine effacée de la Terre. Les Homo sapiens, eux, ont conquis le monde. Colonisé tous les continents. Inventé l'agriculture. Bâti des civilisations. Atteint la Lune. Toute l'histoire humaine s'est construite sur le fait que nous avons survécu, et eux non. Mais avant de conclure cette histoire comme celle de simples gagnants et perdants,
il faut parler de ce qui la rend vraiment complexe. Car la science moderne continue de découvrir des choses qui bousculent le récit. En 2024, des chercheurs ont publié une étude bouleversante. Ils ont séquencé les génomes de Néandertaliens ayant vécu il y a environ 45 000 ans au sommet de la période de chevauchement avec Homo sapiens. Et ce qu'ils ont découvert a surpris tout le monde. Ces Néandertaliens possédaient des gènes attendus, meilleure vision en faible luminosité, adaptation au froid, système immunitaire renforcé. Mais aussi autre chose. Des gènes liés au développement cérébral, plus proches de ceux des humains modernes que de leurs ancêtres néandertaliens. En clair, ils évoluaient. Ils s'adaptaient. Non seulement à leur environnement, mais peut-être aussi à la compétition avec nous. Ce n'était pas une espèce primitive en voie d'extinction. C'était une espèce qui se battait pour survivre, utilisant chaque outil évolutif à sa disposition. Mais voilà la tragédie, l'évolution est lente. Elle demande des milliers de générations. Les Néandertaliens? Ils n'en ont eu que 200 entre le premier contact soutenu et leur disparition. Pas assez. Parlons de leur culture, car c'est là que l'émotion prend toute sa place. Ces êtres n'étaient pas des brutes sans esprit. Ils avaient des vies riches et complexes. Dans la grotte de Bruniquel, en France, des archéologues ont découvert quelque chose d'incroyable. À plus de 300 mètres de l'entrée, 2 cercles formés de stalagmites brisés, soigneusement disposés. Datés de 176 000 ans. Bien avant l'arrivée des Homo sapiens en Europe. Seuls les Néandertaliens étaient là. L'histoire des Néandertaliens est une saga complexe, marquée par l'adaptation
ni tout à fait humains, ni tout à fait animaux. Cette découverte a tout changé. On a dû accepter que nous n'étions pas seuls, que d'autres espèces intelligentes avaient foulé la Terre, que nous avions partagé la planète avec des proches, que nous avions contribué à faire disparaître. Plus on en apprend sur les Néandertaliens, plus ils nous ressemblent. Et plus leur extinction ressemble à quelque religion, tribu. Nous nous sommes réduits en esclavage, massacrés, exterminés. Si nous avons pu faire cela à notre propre espèce, le faire à une autre, même proche, aurait été facile. Nos génomes sont les preuves de
Ce sont ces enfants qui nous permettent aujourd'hui de savoir que les Néandertaliens ont existé. Sans cette preuve génétique, on aurait pu croire qu'ils étaient juste une variation de notre propre espèce. C'est le paradoxe au cœur de cette histoire. Assez différent pour être une autre espèce. Assez semblable pour se mélanger. Deux chemins évolutifs qui pouvaient encore se croiser. Et si les choses avaient été différentes? Si l'environnement avait favorisé les Néandertaliens plutôt que nous, peut-être serions-nous ceux qui se sont éteints. Mais l'histoire n'a pas de lignes alternatives. Il n'y a que ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons survécu, et eux, non. Aujourd'hui, nous tentons de comprendre pourquoi, de reconstituer l'histoire à partir de fragments, os, pierres, gènes. C'est l'équivalent archéologique d'une enquête criminelle vieille de 40 000 ans où chaque indice est précieux. On ne saura probablement jamais toute la vérité, car trop de choses ont été perdues, effacées par le temps, le vent, la pluie et les bouleversements géologiques. Mais nous en savons assez pour discerner les grandes lignes, pour comprendre que ce qui s'est passé était complexe, ni bon, ni mauvais, juste la survie et la compétition. Ce sont les mêmes forces qui ont façonné toute vie sur Terre, et peut-être est-ce là la leçon la plus importante. Nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous en faisons partie, soumis aux mêmes pressions évolutives que toutes les autres espèces, malgré notre tendance à nous croire spéciaux. Il y a 40 000 ans, quand la survie était en jeu, nous avons compétitionné comme n'importe quelle autre espèce, et nous avons gagné.
est plus constant. Ces technologies nécessitent de l'enseignement. On ne peut pas fabriquer un athlète juste en le regardant, il faut quelqu'un pour montrer, expliquer, corriger. C'est cette capacité à innover, à transmettre et à accumuler le savoir qui a donné aux Homo sapiens un avantage décisif dans la compétition pour la survie. En fin de compte, l'extinction des Néandertaliens n'est pas une simple histoire de violence, mais une complexe interaction de facteurs, compétition, démographie, maladie et surtout une différence fondamentale dans l'apprentissage social et l'innovation. L'extinction des Néandertaliens est un événement
Ce n'est pas la fin. Car les gènes néandertaliens que nous portons ne sont pas passifs. Ils sont actifs. Ils influencent notre biologie aujourd'hui. Certains nous aident, meilleure immunité, meilleure adaptation au climat, très utiles dans les environnements modernes. Mais certains nous nuisent. Des recherches récentes les lient à des risques accrus de maladies, dépression, addiction, troubles auto-immuns. Et c'est logique. Ces gènes ont évolué dans un contexte totalement différent, l'Europe glaciaire, des petites populations, des régimes alimentaires particuliers, des stress spécifiques. Transplantés dans le monde moderne des milliards d'humains, des villes, de la nourriture industrielle, ils peuvent mal fonctionner, voire causer des problèmes. D'une certaine manière étrange, l'histoire des Néandertaliens n'est pas terminée. Elle continue, dans les laboratoires, dans les hôpitaux. Chaque fois qu'un scientifique découvre un gène néandertalien lié à une maladie ou à une fonction biologique, c'est le passé qui s'invite dans notre présent. On ne peut pas les fuir. On ne peut pas les oublier. Ils sont tissés dans notre ADN. Ils font partie de ce que nous sommes. Et peut-être que c'est juste. La lignée que nous avons contribué à détruire vit en nous. Elle nous façonne, nous influence, nous rappelle que cela nous plaise ou non, que nous ne sommes pas seuls sur l'arbre généalogique humain. Nous sommes des hybrides, des produits du mélange. Notre génome est un journal vivant des rencontres anciennes entre différentes espèces humaines. Cela devrait nous rendre humbles, nous faire réfléchir avant de diviser l'humanité en nous et eux. Car génétiquement, il n'y a pas de nous pur. Il n'y a que du mélange. Il y en a toujours eu. L'idée de pureté raciale, de séparation ethnique, un mensonge. Les humains ont toujours mélangé, absorbé, intégré des gènes venus d'ailleurs. Les Néandertaliens ne sont que l'exemple le plus spectaculaire. Mais le schéma se répète encore et encore. Des populations qui se rencontrent, se mélangent, créent de nouvelles combinaisons. C'est ça, l'histoire humaine. Pas la séparation, pas la pureté, mais le mélange. Infini, désordonné, complexe. Et reconnaître cela, l'accepter, c'est peut-être ainsi qu'on honore les Néandertaliens. En reconnaissant que leur héritage, ce n'est pas l'extinction. C'est nous. Parlons maintenant de ce que la science moderne peut réellement nous dire. Car en 20 ans, notre compréhension des Néandertaliens a explosé. On ne se contente plus de déterrer des os. On lit leur ADN. On reconstruit leur génome. On le compare au nôtre, base par base. Et ce qu'on découvre est stupéfiant. En 2024, des chercheurs ont publié une étude sur l'ADN ancien d'Homo sapiens ayant vécu il y a 45 000 ans au sommet de la période de chevauchement avec les Néandertaliens. Et leur génome raconte une histoire incroyable. Ces humains avaient jusqu'à 9% d'ADN néandertalien, contre 1 à 4% aujourd'hui. Une différence massive. Pourquoi autant d'ADN néandertalien a-t-il disparu? La sélection naturelle. Au fil des millénaires, les gènes néandertaliens nuisibles ont été éliminés. Parce qu'ils réduisaient la survie ou la reproduction. Mais voici ce qui est fou, le processus continue encore aujourd'hui. Lentement, graduellement, mais de manière mesurable. Les scientifiques suivent cela en comparant les fréquences des gènes néandertaliens dans l'ADN ancien et moderne. Et un schéma émerge, certains gènes disparaissent plus vite que d'autres. Notamment ceux liés au développement du cerveau et à la fonction testiculaire. Les gènes du cerveau? Logique. Les cerveaux néandertaliens étaient organisés différemment. Ces gènes pourraient perturber le développement neuronal moderne. Ils sont donc éliminés. Les gènes testiculaires? Encore plus intrigant. Ils suggèrent que les mâles hybrides avaient des problèmes de fertilité. Pas forcément stériles, mais moins fertiles comme les mulets. Cela expliquerait le flux génétique à sens unique. Si les mâles hybrides ne pouvaient pas se reproduire, seules les femelles hybrides transmettaient les gènes néandertaliens. Résultat, l'ADN mitochondrial néandertalien a disparu, transmis uniquement par les mères, mais l'ADN nucléaire a persisté. C'est une forme subtile d'isolement reproductif. Pas totale, mais suffisante pour limiter le flux génétique. Même en vivant côte à côte,
Les deux espèces sont restées distinctes. Et cela signifie que tous les hybrides descendaient d'enfants nés de couples mixtes. Ils n'étaient pas normaux. Ils étaient probablement moins fertiles, peut-être moins robustes, peut-être porteurs de problèmes invisibles dans les os. Être hybride, c'était difficile. La plupart n'ont pas survécu. Seule une minorité a transmis ses gènes. Et nous sommes leurs héritiers. Alors, que signifie tout cela pour notre conception des espèces ? La définition classique dit que deux espèces sont différentes si elles ne peuvent pas produire de descendants fertiles. Chevaux et ânes ? Différentes espèces. Leurs mulets sont stériles. Mais les Néandertaliens et les Homo sapiens ont produit des enfants fertiles au moins des filles. Sommes-nous la même espèce ? Pas vraiment. Car la réalité est plus complexe. De nombreuses espèces peuvent s'hybrider et produire des descendants
mais qui peuvent avoir des effets différents aujourd'hui. Et voici ce qui est stupéfiant, certains de ces gènes varient selon les régions. Des variantes néandertaliennes courantes en Europe, rares en Asie de l'Est, ou l'inverse. Cela signifie que la sélection naturelle agit différemment selon les environnements. Un gène utile dans le froid peut être nuisible sous les tropiques. Il est donc favorisé dans certaines populations et éliminé dans d'autres. Nous observons l'évolution en temps réel. Le trilan des gènes anciens dans des contextes modernes. 40 000 ans plus tard, l'héritage des Néandertaliens continue de s'écrire. Mais il y a aussi des implications plus sombres. Car si les gènes néandertaliens influencent le risque de maladies différemment selon les populations, cela a des conséquences pour la médecine. On ne peut pas traiter tout le monde de la même manière si les bases génétiques sont différentes. Certaines populations peuvent avoir besoin de dosages différents, de traitements spécifiques. L'héritage des Néandertaliens est une tapisserie complexe de biologie, d'histoire et de médecine, qui continue de façonner notre compréhension de l'humanité. C'est déjà un sujet important dans la recherche médicale, certains médicaments fonctionnent mieux dans certaines populations. Une partie de cette variation s'explique par l'héritage des gènes néandertaliens, un ADN ancien qui continue d'influencer la médecine moderne. Mais ce n'est pas tout. Des gènes néandertaliens sont également liés à des aspects comme la dépression, l'addiction, la vulnérabilité et même les fonctions cognitives. Cela signifie-t-il que les Néandertaliens étaient prédisposés à ces troubles? Pas forcément. Ces gènes ont évolué dans un contexte totalement différent. Les structures sociales, le stress, l'alimentation, tout était autre à leur époque. Prendre un gène qui fonctionnait bien dans un cerveau néandertalien et le transposer dans un cerveau humain moderne, c'est comme installer un logiciel conçu pour un système sur un autre. Parfois ça marche parfaitement, mais parfois, cela peut créer des dysfonctionnements. Les implications de cet héritage sont profondes. Si une partie de notre santé mentale est influencée par des gènes d'espèces éteintes, cela change notre vision de la psychologie et de la nature humaine. Nous ne sommes pas seulement le produit de l'évolution de notre propre espèce, mais le résultat de plusieurs évolutions. Néandertaliens, Denisoviens, et peut-être d'autres encore inconnus, tous ont contribué au génome humain moderne. Nous sommes des chimères génétiques, des assemblages de morceaux venus d'origines, d'histoires et d'adaptations différentes. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité littérale. Ton génome est un patchwork, composé de fragments d'Homo sapiens africains et de fragments de Néandertaliens. Tous ces éléments sont cousus ensemble au fil de milliers de générations de mélange et de sélection. Tu n'es pas une seule chose, tu es plusieurs choses, une mosaïque d'expériences évolutives. Certaines de ces expériences ont réussi, d'autres sont encore en test, et d'autres ont déjà échoué mais ne sont pas encore éliminées. Cela devrait profondément changer notre façon de penser l'identité humaine, la race et l'appartenance. Si nous portons tous de l'ADN d'espèces éteintes, si nous sommes tous des hybrides, alors que signifie être pur? Purement européen, purement asiatique, purement humain? Les réponses deviennent floues très vite. La biologie ne respecte pas nos catégories, elle ne l'a jamais fait. Les frontières entre espèces sont des suggestions, pas des lois. L'évolution ne se soucie pas de la pureté, elle ne cherche que ce qui fonctionne. Et parfois, ce qui fonctionne, c'est le mélange. Prendre des gènes où qu'on les trouve, les assembler, et créer quelque chose de nouveau. C'est ce que nous sommes, un assemblage d'espèces disparues et survivantes, d'adaptations glaciaires et tropicales. Nous sommes l'espèce qui a absorbé toutes les autres, qui a pris ce qu'elle voulait, avancé sans s'arrêter, mélangé et recombiné jusqu'à créer quelque chose capable de survivre partout. Notre super pouvoir? Ce n'est pas l'intelligence, ni les outils, ni le langage, ce sont juste des symptômes. Notre vraie force, c'est l'adaptabilité, la capacité à absorber, à apprendre, à prendre les bonnes idées partout et à les faire nôtres. Les Néandertaliens ne pouvaient pas faire ça au même niveau. Ils étaient plus isolés, plus conservateurs, plus attachés à leur territoire et traditions. Quand les conditions ont changé, ils ont aimé à s'adapter. Nous avons changé constamment. Jamais rencontré un environnement qu'on ne pouvait envahir, jamais affronté un défi qu'on ne pouvait surmonter. Et une partie de cette adaptation, c'était d'absorber les gènes néandertaliens,
leurs adaptations au froid, leurs réponses immunitaires, leurs astuces métaboliques. Nous ne les avons pas seulement surpassés, nous les avons consommés, fait d'eux une partie de nous, et nous avons continué. C'est brutal, mais aussi étrangement beau, car cela signifie qu'ils ne sont pas vraiment partis, pas complètement. Ils vivent en nous, d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et voici où ça devient vraiment étrange. Les scientifiques peuvent maintenant créer des cellules néandertaliennes en laboratoire. Pas les cloner, pas les ramener à la vie, mais prendre des cellules humaines modernes et modifier certains gènes pour qu'ils correspondent aux versions néandertaliennes. Puis ils observent comment ces cellules se comportent, comment les gènes néandertaliens influencent le développement, le métabolisme et la fonction. C'est comme ressusciter des fragments de néandertaliens, un gène à la fois, une cellule à la fois. Et ce qu'ils découvrent est fascinant. Les gènes néandertaliens liés au développement cérébral font que les cellules s'organisent différemment. Elles forment des motifs distincts, se connectent autrement. Ce ne sont pas des différences énormes, mais elles sont mesurables et significatives. Cela montre que les cerveaux néandertaliens fonctionnaient littéralement différemment des nôtres, à l'échelle cellulaire. Pensaient-ils différemment? Presque certainement. Mais comment? C'est ce que les chercheurs essaient de comprendre. Certains vont encore plus loin, ils font pousser des mini-cerveaux, des organoïdes, de petits amas de cellules cérébrales cultivées en laboratoire. Ils y insèrent des gènes néandertaliens et observent leur croissance. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est réel. Ça se passe maintenant, dans des laboratoires du monde entier. Petit à petit, nous reconstruisons ce qui rendait les néandertaliens uniques, ce qui les différenciait de nous. À chaque découverte, le tableau devient plus complexe, moins une comparaison entre meilleur et pire. C'est plutôt une exploration de stratégies et de solutions différentes aux problèmes d'être humain. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, des façons différentes d'être humain. Les Néandertaliens n'étaient pas des humains ratés, ils étaient des humains réussis, juste autrement. Adaptés à d'autres environnements, optimisés pour d'autres défis, ils ont survécu plus de 300 000 ans. C'est plus longtemps que nous. Ils faisaient quelque chose de bien. Leur extinction ne diminue pas cela. L'extinction est normale. 99,9% des espèces ayant existé sont éteintes. C'est le résultat par défaut. Ce qui est étrange, ce n'est pas que les Néandertaliens aient disparu. C'est que nous soyons encore là. Nous ne sommes pas immunisés contre l'extinction. Nous sommes soumis aux mêmes forces qui ont balayé les Néandertaliens. Une nouvelle maladie ou un changement climatique pourrait nous faire tomber ou mourir de faim. Une concurrence mieux adaptée pourrait nous dépasser. Nous sommes encore là car nous n'avons pas encore rencontré la tempête parfaite. Mais un jour, elle viendra. Quelque chose nous mettra au défi et nous ne pourrons pas surmonter. Alors, disparaîtrons-nous? Ou ferons-nous ce que nous avons fait avec les Néandertaliens? Fusionner avec ce qui est mieux adapté. Absorber leurs gènes. Survivre en devenant autre chose. Car c'est l'autre option. Pas l'extinction. Pas la survie. Mais l'évolution. Et nous sommes déjà en train de le faire. Évolution dirigée par l'humain. Édition génétique. Bébé sur mesure. Ingénierie génétique. Dans 50 ans, les humains pourraient choisir les gènes de leurs enfants, y compris les variantes néandertaliennes. Tu veux une meilleure immunité? Garde ce gène néandertalien. Tu veux éviter le risque de dépression? Supprime celui-là. Nous pourrions nous éditer. Nous optimiser. Devenir quelque chose de mieux adapté aux défis à venir. Mais, est-ce encore humain? Ou est-ce autre chose? Une espèce différente? Les frontières s'estompent. Comme elles se sont estompées entre Néandertaliens et Homo sapiens. Comme elles se sont toujours estompées dans l'évolution. Il n'y a pas d'humain pur. Pas de forme parfaite à préserver. Juste du changement constant. De l'adaptation. Du mélange. Du remaniement génétique. Et peut-être que c'est ça, la vraie leçon des Néandertaliens. S'accrocher trop fort à une identité peut être dangereux. Refuser de changer, c'est choisir de disparaître. La survie exige de la souplesse,
de l'adaptation, la volonté de devenir autre chose. Les Néandertaliens n'ont pas pu évoluer assez vite. Nous, jusqu'ici, oui. Mais l'avenir est incertain. Le monde change plus vite que jamais, climat, technologie, population, ressources, tout évolue à une vitesse que nous ne maîtrisons plus. Alors, allons-nous nous adapter assez vite? Ou finirons-nous comme les Néandertaliens, l'espèce dominante qui, soudain, ne l'était plus? Il existe une autre possibilité, encore plus étrange, et si nous ne restions pas sur Terre? Dans 100 ans, des humains pourraient vivre sur Mars, dans des habitats orbitaux, sur les lignes de Jupiter. Adaptés à d'autres environnements, d'autres gravités, d'autres niveaux de radiation. Ces populations vont diverger, génétiquement, physiquement, culturellement. Et dans quelques millénaires, elles seront peut-être des espèces différentes. L'humanité se divisera-t-elle à nouveau, comme il y a 40 000 ans, quand Néandertaliens, Denisoviens et Homo sapiens coexistaient? Et si elles se divisent, vont-elles entrer en conflit? Les humains de l'espace et ceux de la Terre vont-ils se battre pour les ressources? Reproduire le cycle? Une branche surpassant l'autre, la poussant vers l'extinction? Ou allons-nous apprendre de l'histoire? Éviter les erreurs commises avec les Néandertaliens. Trouver des moyens de coexister. Préserver la diversité au lieu de sombrer dans l'uniformité. Ce ne sont pas des hypothèses abstraites. Ce sont des défis que nous pourrions affronter de notre vivant ou celui de nos enfants. L'histoire des Néandertaliens n'est pas une relique du passé. C'est un avertissement. Un aperçu de ce qui se passe quand des groupes humains proches entrent en compétition. Parfois, l'un gagne. Parfois, les deux perdent. Rarement tout le monde survit sans changer. Mais voici l'espoir, nous savons maintenant. Nous comprenons les dynamiques. Nous voyons les schémas qui ont mené à leur extinction. Alors, pouvons-nous utiliser ce savoir pour ne pas répéter l'histoire? Pouvons-nous construire des systèmes qui permettent à différentes populations humaines de coexister sans domination? Pouvons-nous valoriser la diversité au lieu de la craindre? Célébrer la différence au lieu de vouloir l'effacer? Ce sont des questions morales autant que scientifiques. Des questions sur le type d'espèce que nous voulons être. Sur les valeurs que nous voulons défendre. Sur le futur que nous voulons créer. Les Néandertaliens ne peuvent pas répondre à ces questions. Ils sont partis. Mais leurs fantômes vivent dans notre ADN. Ils nous rappellent ce que nous avons fait. Ce dont nous sommes capables. Le mélange et la destruction. Chaque personne portant des gènes néandertaliens est un monument vivant. Un rappel que nous ne sommes pas seuls dans l'histoire humaine. Que d'autres branches ont existé. Qu'elles comptaient. Et que cette connaissance peut peut-être nous rendre meilleurs, plus humbles, plus conscients de notre place dans le grand réseau du vivant. Nous ne sommes pas le point final de l'évolution.
celui qu'ils ont contribué à créer, mais dans lequel ils n'ont pas pu vivre. Faisons en sorte de faire mieux. Que leurs gènes, présents dans des milliards d'humains, voient un futur digne d'être vécu. C'est ce qu'ils méritent, et ce que nous leur devons. L'histoire des Néandertaliens et de nous n'est pas terminée. Elle s'écrit encore. Chaque jour, dans chaque être humain qui porte leur ADN. Ce qui vient ensuite dépend de nous.